Bon, déjà pour me présenter, moi je m'appelle Ariane, je suis militante à Révolution Permanente et je suis étudiante à Paris 1, donc une fac parisienne. Et donc c'est effectivement le topo réforme ou révolution. Déjà évidemment, pour commencer, c'est vrai que moi ça me fait plaisir de voir à quel point il y a du monde en fait qui vient à ce topo-là, alors même que c'est vrai que c'est un débat qu'on fait un peu à toutes nos universités d'été, à toutes les échéances, et il y a toujours en fait autant de monde qui s'intéresse à cette question. C'est vrai que c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est le symptôme d'un intérêt qui est important en fait pour les débats stratégiques. Et c'est vrai que cette année, ça s'exprime peut-être un peu plus encore que d'habitude, sachant que il y a tout le contexte électoral avec tout l'enjeu de voir comment est-ce qu'on s'affronte au quinquennat Macron, mais plus profondément comment est-ce que on répond en fait aux urgences climatiques, sociales, politiques qui s'intensifient en fait dans le pays, mais aussi à l'international. Et j'ai l'impression que c'est aussi un intérêt pour ces questionnements-là. Alors de ce point de vue-là, quand on parle de débat stratégique par rapport à réforme ou révolution, le fait de savoir si c'est possible de transformer la société par ses propres institutions ou si c'est nécessaire d'envisager le renversement de l'ensemble du système pour accéder à l'émancipation, c'est vrai que c'est non seulement une question fondamentale, mais c'est aussi du coup particulièrement d'actualité. Un préalable, c'est qu'on a souvent tendance à se représenter le débat entre réforme et révolution sous le prisme de la radicalité, c'est-à-dire de dire, en gros, la révolution, ça serait la réforme avec des moyens un petit peu plus radicaux. Et c'est une conception qui considérait en dernière instance que les deux sont plutôt complémentaires dans le sens où le choix de l'un ne va pas nécessairement exclure l'autre et inversement. Je veux préciser à ce stade en introduction que ce débat il est loin d'aller de soi, et c'est d'ailleurs l'objet de ce topo, et que la distinction entre réforme et révolution, c'est le produit d'une longue décantation théorique et historique qui n'a pas toujours existé. J'aurai l'occasion en fait de revenir dessus beaucoup plus profondément plus tard, etc. Mais pour avoir une idée d'ores et déjà, faut savoir que au départ, la plupart des militants du mouvement ouvrier, ils étaient regroupés sous la bannière de la social-démocratie et ils revendiquaient la perspective du socialisme, le renversement du capitalisme, etc. C'est avec le développement des forces productives à la fin du 19e siècle et avec l'amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière que va commencer à émerger des débats sur les moyens pour parvenir justement au socialisme. Et c'est notamment Bernstein, je reviendrai sur lui plus tard, mais c'est un dirigeant de la social-démocratie allemande qui va commencer à théoriser à la fin du 19e siècle que finalement, il serait possible de parvenir par des réformes graduelles à l'avènement du socialisme, c'est-à-dire sans passer par la lutte révolutionnaire. Jusqu'ici, il faut savoir que ces débats ils sont considérés tactiques, c'est-à-dire qu'ils visent a priori le même objectif, à savoir la transformation de la société et l'avènement du socialisme, et qu'on considère à ce moment-là que c'est des débats uniquement sur les moyens pour parvenir à ce but final. Et c'est autour de l'événement majeur que va représenter la Première Guerre mondiale que ce qui représentait jusqu'ici du coup des débats tactiques va s'avérer en réalité beaucoup plus décisif pour l'avenir du mouvement ouvrier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, au moment de la Première Guerre mondiale, l'immense majorité des socialistes d'Europe vont accompagner le déclenchement de la Première Guerre mondiale en votant les crédits de guerre et en se ralliant à leur bourgeoisie nationale pour faire l'union sacrée. Et dans ce sens-là, ils vont accompagner en fait la politique de leur bourgeoisie pour du coup mener la guerre contre la classe ouvrière et les peuples étrangers. Et c'est du coup avec cet événement-là, avec
cette politique-là que les divergences entre les réformistes et les révolutionnaires vont se consolider parce qu'on va commencer à considérer que le réformisme, ce n'est finalement plus uniquement une méthode plus graduelle ou pacifique pour arriver au socialisme, mais que c'est en réalité une stratégie divergente qui joue en dernière instance un rôle contre-révolutionnaire. Je reviendrai évidemment sur ça parce que effectivement que s'il suffisait de parler de cette expérience historique de la Première Guerre mondiale pour trancher le débat et tous se dire que en fait du coup la révolution c'est la seule voie possible, etc. Les choses elles seraient beaucoup plus simples et je pense qu'on ne serait pas encore aujourd'hui à discuter, à débattre de l'opportunité de la réforme ou de l'opportunité de la révolution. Donc c'est un débat qui est beaucoup plus complexe, qui est sans cesse réactualisé et du coup c'est pour ça que ça a toute sa pertinence dans une université d'été comme celle-ci. Alors moi avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dernier préalable, moi je veux simplement préciser que je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité dans ce topo, qu'il y a 1000 manières en fait d'appréhender cette question, d'appréhender ce débat et que ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est surtout voir pour faire ressortir une définition du réformisme, de pointer les fils de continuité qui existent entre le révisionnisme de Bernstein que j'ai évoqué dans l'introduction et la France insoumise aujourd'hui et d'en pointer toutes les impasses et toutes les contradictions que ça suppose. Dans la discussion, on pourra revenir sur d'autres aspects en fait que j'ai pas le temps d'évoquer, mais en tout cas moi ce que je vais essayer de démontrer du coup dans ce topo, c'est premièrement l'impasse du réformisme et la nécessité de la perspective révolutionnaire. Deuxièmement, c'est le fait que cette perspective révolutionnaire elle est absolument incompatible en fait avec la stratégie réformiste. Et en dernier, j'essaierai de discuter de la possibilité de la révolution. Je vais tousser pas mal, mais c'est pas grave. Alors moi, je voulais commencer le topo en partant de la question de la nature de l'État pour montrer à partir de là pourquoi est-ce que le réformisme est une impasse. Je trouvais important de commencer par ce biais-là parce que, évidemment, la question de l'État, ça pourrait être un topo en tant que tel. Donc, encore une fois, je ne vais pas pouvoir tout épuiser, tout approfondir, etc. Mais ça me paraît important de commencer par là parce qu'il circule beaucoup l'idée que le problème principal des promesses non tenues des gouvernements, de gauche au pouvoir, évidemment, c'est que les dirigeants de la gauche qui ont accédé au pouvoir, finalement, ils avaient soit pas assez de détermination, soit pas assez de poigne, soit en gros que c'était des lâches et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout de leurs promesses. C'est un peu le portrait qu'on fait de François Hollande, mais c'est aussi un peu le discours, par exemple, que tient Mélenchon pour expliquer que lui, y compris par rapport à l'Union européenne, il aurait beaucoup plus de détermination que les dirigeants réformistes avant lui et que du coup, c'est une question de personnalité et de détermination qui va déterminer la suite des événements. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment, en réalité, l'élément central pour pouvoir comprendre les trahisons de la gauche au pouvoir, ça relève surtout de la nature de l'État, ou plutôt ça relève de la conception réformiste de l'État qui va les conduire consciemment, en dernière instance, à servir les intérêts de la bourgeoisie. Pour faire un retour historique et voir un peu les différents courants en fait, autour de cet aspect-là, c'est autour de la question de l'État réellement que va naître le débat entre le réformisme et les marxistes révolutionnaires. Je le mentionnais rapidement dans l'introduction, mais Bernstein, c'est le premier théoricien de ce qu'on appelle à l'époque du coup le révisionnisme et sa théorie du socialisme par les réformes graduelles que je mentionnais un peu avant, ça repose en premier lieu sur l'idée que finalement il n'y aurait pas d'antagonisme irréconciliable entre les classes sociales et que donc la classe ouvrière finalement elle pourrait investir
pour appliquer en fait des réformes graduelles et parvenir petit à petit vers le socialisme. Mais qu'en tout cas, l'État, ça serait un instrument neutre qui pourrait être investi par la classe ouvrière et qu'il n'y a pas du coup de nécessité de détruire cet État pour ensuite accéder au socialisme. Et la position opposée à celle-ci, c'est celle des marxistes révolutionnaires qui expliquent au contraire que la raison d'être de l'État, elle repose précisément sur l'existence de classes sociales qui ne peuvent pas se concilier, qui sont irréconciliables. Et c'est donc un arsenal à la fois répressif, c'est-à-dire l'armée, la police, mais c'est aussi un arsenal politique, idéologique, qui du coup devient nécessaire au maintien de la domination de la classe dominante, c'est-à-dire de la bourgeoisie. C'est l'idée que l'État, c'est pas un instrument neutre comme le prétend Bernstein, mais c'est un instrument de maintien de la domination d'une classe sur une autre, et que c'est ça la raison d'être pure de l'État. Et la conclusion stratégique que tire Marx de cette définition, c'est que la classe ouvrière, contrairement à ce que pensent les réformistes, c'est qu'elle ne va pas pouvoir se contenter de prendre la machine de l'État toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte, mais qu'elle va devoir au contraire prendre le pouvoir pour arracher petit à petit le capital à la bourgeoisie, c'est-à-dire elle va devoir détruire l'État pour le remplacer par un État ouvrier, et ça sera l'objet d'un autre topo, je ne pourrais pas m'étendre dessus, mais pour que cet État ouvrier pose les bases ensuite d'une société sans classe et donc sans État. Cette divergence de conception sur la question de l'État, elle prend son importance au début du XXe siècle, parce que au sein de la social-démocratie allemande notamment, le fait que l'État bourgeois cesse d'être l'adversaire principal et qu'il devienne un instrument à potentiel progressiste qui pourrait servir les intérêts de la classe ouvrière, ça conduit petit à petit les social-démocrates allemands à faire un certain nombre de concessions à la bourgeoisie en échange d'améliorations partielles des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Et Rosa Luxemburg, qui est une militante révolutionnaire au sein de la social-démocratie allemande, elle va d'ailleurs alerter sur le fait que la négation de l'antagonisme de classe, le fait de nier qu'il y a un antagonisme de classe irréconciliable, et donc par extension le fait de nier qu'il y a nécessité à détruire l'État en tant qu'instrument de domination, ça revenait en dernière instance à abandonner la perspective du socialisme au profit d'une régulation de la misère sous le capitalisme. C'est-à-dire que ça revenait en dernière instance à jouer un rôle contre-révolutionnaire. Et cette critique, ou en tout cas cet avertissement que fait Rosa Luxemburg à ce moment-là, il va effectivement prendre tout son sens avec la Première Guerre mondiale, avec les éléments que je donnais plus haut, où effectivement les social-démocraties, elles vont voter les crédits de guerre et soutenir activement la propagande impérialiste nationale. Et précisément sur cette question de l'État, à l'inverse, à ce moment-là, les révolutionnaires, et notamment du coup Rosa Luxemburg, mais aussi Lénine, ils vont défendre ce qu'on a appelé le défaitisme révolutionnaire, c'est-à-dire ils vont défendre le fait de maintenir une position résolument anti-impérialiste, de ne pas se rallier à la politique de leur bourgeoisie nationale, de continuer l'activité pour la classe ouvrière et l'activité révolutionnaire, et donc qui vont essayer de militer pour la transformation de cette guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire contre la bourgeoisie. Donc je ne m'étends pas sur cet événement, parce que ça me prendrait trop de temps, mais il faut voir que le fait que ça soit au moment de la Première Guerre mondiale que les implications politiques concrètes de la théorie des réformistes, elles se clarifient, elles se concrétisent, ça n'a rien d'étonnant, parce que de fait c'est uniquement, ou principalement en tout cas, en période de lutte des classes plus intense, c'est-à-dire en période par exemple de crise, de guerre ou de révolution, que le rôle de l'État comme instrument de domination d'une classe sur une autre va s'expliciter, va être mis en avant, mis en lumière
par le déploiement précisément d'un arsenal à la fois répressif mais aussi politique et idéologique pour préserver les intérêts de la bourgeoisie. Et du coup, à ce moment-là, que le fait de ne pas chercher à s'affronter à cet état-là, ça va constituer, dans les moments décisifs, une capitulation face à la bourgeoisie et ça va s'avérer criminel pour la classe ouvrière. Je reviendrai concrètement sur cet aspect-là avec l'exemple du Front populaire, mais avant d'arriver à ça, je trouvais intéressant de citer Pablo Iglesias, qui est le leader de Podemos, qui est un équivalent de la France insoumise dans l'État espagnol, qui essaye en fait d'expliquer les échecs de la gauche grecque en 2015. Je reviendrai aussi dessus, donc je ne m'étends pas sur cette expérience concrète, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il explique l'incapacité de cette gauche radicale qui était au pouvoir à aller au bout de son projet de transformation de la société par les institutions. Et il explique, je cite, que si nous gouvernons sans la souplesse nécessaire, nous avons immédiatement contre nous une bonne partie de l'armée, de la police et des médias. Tu as tout contre toi, absolument tout. Et ce que met en avant Iglesias dans cet extrait, et c'est un peu malgré lui qu'il le fait, c'est que effectivement la bourgeoisie, elle est prête à mobiliser son armée, sa police, ses médias pour préserver ses intérêts, y compris quand les réformistes ils gagnent démocratiquement les élections par le suffrage universel et que leur projet il a absolument rien à voir, y compris avec un projet radical, socialiste, etc., mais que c'est simplement un projet anti-austéritaire comme l'était celui de Syriza en 2015. Et c'est pour ça que la conception réformiste de l'État, elle conduit forcément à une capitulation systématique face à la réaction des classes dominantes qui vont évidemment se résister face au risque en fait de révolution prolétarienne qui risquerait de les déposséder de leur pouvoir. Et c'est dans ce sens-là que le fait de croire que c'est possible d'investir l'État et de transformer la société par ses propres institutions, c'est un projet qui est utopique dans le sens que il repose sur l'idée que la bourgeoisie, elle pourrait accepter en fait de se faire déposséder parce que par le suffrage universel, par le biais de ses propres institutions, la classe ouvrière arrive au pouvoir et du coup peut mettre en place des réformes, etc., etc. Je pourrais revenir sur la position de la France insoumise par rapport à l'État parce que c'est intéressant, mais je veux pas me faire trop longue, donc je vais juste l'évoquer rapidement pour que vous ayez en tête un peu la conception que lui donne de l'État. Mais Mélenchon, il dit par exemple, ça c'est une citation que j'ai trouvée de lui dans un discours à l'Assemblée nationale, que l'État c'est l'instrument irremplaçable et consubstantiel à l'idée républicaine et que lui, il se dit très attaché à cette idée de l'État. Donc en fait, il se place dans la continuité de la tradition de Bernstein. Il considère que l'État c'est un instrument progressiste et c'est d'ailleurs pour ça, si on regarde son programme de l'avenir en commun, son programme électoral, que l'État il prend une place prépondérante. C'est l'État qui doit être un régulateur des inégalités sous le capitalisme, qui doit amoindrir en fait les contradictions du capitalisme, qui doit favoriser les négociations entre ouvriers et patronat sur la question des salaires, qui doit essayer d'inciter le patronat à ne pas trop piller les ressources naturelles, etc., etc. Enfin, il y a vraiment la question de l'État comme outil, levier progressiste pour la classe ouvrière. Je ne m'étends pas dessus parce que ça serait trop long, mais en tout cas, il faut voir que même si je dis qu'il s'inscrit dans la tradition de Bernstein, il faut avoir en tête, et on pourra revenir dans la discussion, que en réalité, Mélenchon, il place son projet d'ores et déjà beaucoup plus à droite que l'ont fait l'ensemble des socialistes à l'époque du XXe siècle, dans le sens où, comme je le disais, les socialistes du XXe siècle, ils aspiraient à l'avènement du socialisme, ils aspiraient à la fin du système capitaliste, ce que ne fait pas Mélenchon. Mélenchon, il place son projet strictement dans le cadre des institutions, quitte à changer la Constitution, mais en tout cas, voilà, il faut avoir en tête que c'est un projet qui est d'ores et déjà beaucoup plus à droite que ce qu'on va voir.
Et c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que avec du coup l'exemple du Front populaire que je vais approfondir maintenant, on va voir que, y compris les social-démocrates qui prétendaient aspirer à l'avènement du socialisme, de par leur rapport à l'État comme instrument neutre progressiste, ils vont en dernière instance quand même jouer un rôle contre-révolutionnaire et participer au maintien du système capitaliste. Alors c'est vrai que moi je trouvais intéressant de revenir sur l'expérience du Front populaire un peu plus profondément parce que c'est une référence du mouvement ouvrier qui est connue, reconnue, etc. Mais c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler du Front populaire parce que la NUPS aux législatives elle prétendait faire pareil, voire faire mieux, etc. Donc c'est intéressant de partir de là. Il faut avoir en tête que le Front populaire, c'est une coalition électorale entre le Parti communiste français, la SFIO qui est l'ancêtre du Parti socialiste et le Parti radical qui est le parti de la petite bourgeoisie libérale de l'époque. C'est une coalition qui naît en réponse à une dynamique de mobilisation dans le pays qui va se développer en réaction à la fois à la crise économique qui a touché la France à partir de 1931, après le krach boursier de 29, mais qui se développe aussi en réaction à la montée du fascisme, qui s'est incarnée notamment par la manifestation du 6 février 1934, où c'était une manifestation des ligues d'extrême droite et des ligues fascistes. Donc cette coalition électorale et politique, elle naît dans ce contexte de crise politique, d'instabilité, etc. en France, et elle accède au pouvoir le 3 mai 1936. Léon Blum et du coup son gouvernement sont élus à la tête du pays. Et quasi simultanément, va y avoir des grèves massives qui vont éclater dans le pays. C'est des grèves très importantes qui sont particulièrement soutenues par la population, etc. Dès le début, c'est intéressant de s'attarder sur une contradiction qui existe entre, d'une part, la très faible radicalité du programme du Front populaire, qui n'a rien à voir avec comment on le dépeint aujourd'hui. C'est un programme qui est explicitement, consciemment et volontairement aligné sur le programme du parti radical, qui est le parti le plus à droite de la coalition, parce que notamment le PCF voulait absolument préserver la coalition, et s'il n'y avait pas le parti radical, si le projet était trop à gauche, le parti radical allait s'enlever, et donc il fallait faire un programme vraiment très timoré. Donc on peut penser, le programme c'est nationalisation des industries de guerre, création d'un office du blé, réorganisation de la Banque de France, c'est un peu tout ça. Et ça, c'est en contradiction avec, effectivement, l'importance des grèves ouvrières dans le pays, les occupations d'usines qui sont massives, vraiment un niveau de subversivité qui est inédit dans l'histoire du mouvement ouvrier à l'époque, et qui est notamment soutenu par une très grande partie de la population. Et pour vous donner un peu une idée de la radicalité à ce moment-là dans le pays, je trouvais intéressant de citer le ministre du Travail de Léon Blum en 1938. Donc il n'était pas au gouvernement au moment de 1936, mais il a été ministre sous Blum, qui décrit l'inquiétude qui habite la bourgeoisie de voir se développer une révolution prolétarienne dans le pays. Il dit à ce moment-là que le patronat, je cite, le patronat s'était soudain volatilisé. Le programme du Front populaire aurait été 10 fois plus ambitieux. Il eût été, à cette époque, accepté sans protestation. C'est-à-dire que le patronat avait tellement peur d'une révolution ouvrière dans le pays qu'ils étaient prêts à lâcher vraiment tout ce qu'ils avaient, quoi. Juste une autre citation qui moi me parle énormément et qui montre aussi la radicalité qui avait lieu dans le pays. Et ensuite on verra à quel point précisément le gouvernement a joué un rôle de canalisation et de répression. C'est une citation de Marceau Pivert, qui est un militant de l'aile gauche de la SFIO, et qui explique comment en fait à ce moment-là Léon Blum il avait vraiment toutes les armes du monde pour vraiment précisément aller au bout en fait de la dynamique révolutionnaire. Il dit, je cite, « Oui, tout était possible. Que n'avions-nous pas entre les mains ? Appuyé sur ces masses ferventes, Blum pouvait tout. Aucune force parmi celles du grand capitalisme, du fascisme, de l'état-major, de l'Église, de la réaction n'aurait pu lui résister. S'il avait voulu, il n'avait qu'un mot à dire et des milices ouvrières et paysannes armées
auraient surgi du sol jusque dans les moindres villages. Elles auraient protégé les conquêtes sociales, appuyé les grandes nationalisations, réduit dans l'impuissance les trusts. Ils n'avaient qu'à ouvrir la voie, qu'à prendre la tête. » Fin de la citation. Donc je ne sais pas si c'est plus difficile de suivre une citation quand on vous la lit et que vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée générale qui se dégage, qui est que à ce moment-là, vraiment, vraiment le patronat, il flippe et Léon Blum, il a une autorité aussi dans le pays. Enfin, il y a une possibilité vraiment d'aller beaucoup plus loin que le Front populaire et son programme timoré. Et c'est précisément à ce moment-là que on va voir que l'impasse que constitue le réformisme va s'expliciter dans ce moment de lutte des classes aiguës. Parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, Léon Blum, le PCF, la majorité du gouvernement de l'époque, si ce n'est la totalité, on exclut le Parti radical, sont encore pour la perspective du socialisme. Ils revendiquent vraiment le socialisme. Et pourtant, ils vont quand même freiner de manière unanime la dynamique révolutionnaire dans le pays pour préserver l'État et les institutions bourgeoises. Le 7 juin, du coup les grèves durent depuis à peu près un mois, le gouvernement il va signer les accords Matignon qui ont clairement pour objectif de mettre fin à la grève, de dire ok, maintenant ça suffit, on a des acquis, on rentre à la maison. Je vous donne quelques éléments de cet accord de Matignon. C'est la création du délégué des délégués du personnel, le respect du droit syndical et l'augmentation des salaires jusqu'à 15%. Et évidemment que comparé en fait à ce qui est prête à lâcher la bourgeoisie et à ce qui est prête à obtenir la classe ouvrière, c'est que dalle. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Et c'est précisément pour ça que les grévistes, contre l'avis du gouvernement, ils vont décider de poursuivre la grève, de l'intensifier. Et ils ne vont pas s'en tenir aux accords de Matignon. Et c'est dès le lendemain qu'ils vont poursuivre les grèves, les intensifier, etc., etc. Et c'est uniquement face à cette pression d'en bas que le gouvernement et le patronat ils vont finir par lâcher sur les deux principaux acquis du Front populaire, qu'on dit que c'est les acquis issus du gouvernement, etc. Mais c'est les congés payés et la semaine de 40 heures, qui sont en fait obtenus après les accords de Matignon et contre, en gros, la volonté du gouvernement de l'époque qui voulait s'en tenir précisément à quelques petites miettes accordées par le patronat. Et une fois que le patronat a lâché ça, le gouvernement il va vraiment tout faire pour que la révolution ne se développe pas davantage et pour entériner un peu la dynamique en disant maintenant que vous avez eu ça, c'est vraiment le moment de rentrer à la maison. Pour vous donner une idée, juste après ça, le gouvernement va envoyer en fait des pelotons de CRS devant les usines pour casser les grèves et en finir avec les occupations d'usines. Il va ordonner la saisie des journaux trotskistes qui appellent à la poursuite de la grève générale dans le pays et il va envoyer ses plus grands dirigeants pour parler en fait avec les ouvriers et leur dire maintenant c'est fini, vous ne pouvez pas obtenir plus, on rentre à la maison. Et évidemment la phrase la plus connue de cette époque-là, c'est celle de Maurice Thorez, qui est un dirigeant du PCF et qui dit en gros il faut savoir terminer une grève quand satisfaction est obtenue, et il répond à Marceau Pivert qui disait oui tout était possible, il dit tout n'est pas possible maintenant, il dit c'est fini, il faut rentrer et vous n'obtiendrez pas plus. Et c'est là qu'on touche du doigt un aspect fondamental du débat entre réforme et révolution, qui est que, contrairement au récit dominant, les acquis du Front populaire, ils n'ont pas été le résultat de la politique du gouvernement, mais ils ont été le résultat du rapport de force de la classe ouvrière par la mobilisation et par la grève, et ce, contre, ou en tout cas en opposition avec la politique du gouvernement du Front populaire qui a tout fait pour canaliser les mobilisations. Et c'est là où on peut dire que, en dernière instance, les acquis de 36, mais on pourrait dire ça de tous les acquis en fait du mouvement ouvrier et de la population aujourd'hui, c'est des acquis qui sont issus qui sont le produit de la lutte des classes, qui sont le produit du rapport de force, mais qui sont le produit, en dernière instance, de révolutions qui ont été déviées de leurs objectifs par les dirigeants réformistes pour justement entériner cette dynamique révolutionnaire. C'est en quelque sorte le produit de révolutions trahies.
Et pour revenir un peu au fil un peu que je tissais là depuis le début du topo sur l'État, cette position contre-révolutionnaire, elle est évidemment intimement liée au rapport des dirigeants réformistes à l'État, parce que de fait, les dirigeants du Front populaire, ils considéraient qu'il ne fallait pas détruire l'État, qu'il fallait l'utiliser, l'investir, et que c'était un tremplin pour accéder à une transformation sociale, à l'avènement du socialisme, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de voir que Léon Blum, il théorisait même à l'époque la différence entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, et que c'était une manière de dire, nous, notre but, ça n'est que d'exercer le pouvoir, et il faut le faire en toute loyauté. Il parle de loyauté vis-à-vis des institutions et de la bourgeoisie. Il dit en gros, il ne faut pas profiter de ce moment-là pour aller plus loin, il faut vraiment être loyal avec la bourgeoisie, etc. etc. Dernière citation de cette partie, mais qui moi me semble vraiment particulièrement importante pour comprendre le rôle intrinsèque en fait des réformistes vis-à-vis de la révolution et de la perspective d'une société sans exploitation ni oppression. C'est la phrase c'est ce que va dire Léon Blum pendant le régime de Vichy au procès de Riom en 1942, quand il a interrogé sur le rôle qu'il a pu jouer dans cette phase révolutionnaire. Et c'est là où il va assumer pleinement son rôle de canalisation. Et il va dire, donc je cite, dernière citation, « À ce moment dans la bourgeoisie, donc au moment de juin 36, on me considérait, on m'attendait, on m'espérait comme un sauveur. Les circonstances étaient si angoissantes, on était si près de quelque chose qui ressemblait à la guerre civile, entre guillemets, enfin à la révolution, qu'on n'espérait plus qu'une sorte d'intervention providentielle, c'est-à-dire qu'on n'espérait plus que l'arrivée au pouvoir d'un homme auquel on attribuait sur la classe ouvrière un pouvoir suffisant de persuasion pour qu'il lui fît entendre raison et qu'il la décida à ne pas user et à ne pas abuser de sa force. » Et il poursuit en disant que son devoir était clair et impérieux, c'est-à-dire éviter la guerre civile entre patrons et ouvriers, entre guillemets, éviter la révolution. Il le dit noir sur blanc au procès de Riom en 1942. Et c'est là où on voit que, du coup, face à une poussée révolutionnaire, face à un moment de lutte des classes intense qui s'attaque à l'État et au pouvoir de la bourgeoisie, les dirigeants réformistes, de par leur rapport à l'État, de préservation de l'État, etc., vont se positionner nécessairement contre la classe ouvrière et en faveur en fait de la préservation des institutions bourgeoises. Et c'est d'ailleurs cette question de l'État que va pointer un syndicaliste révolutionnaire de l'époque, Daniel Guérin, qui a écrit un livre derrière pour expliquer l'expérience, et qui dit que l'erreur la plus néfaste qui a été commise en juin 1936, ça a été de faire croire aux travailleurs que le gouvernement du Front populaire, c'était leur gouvernement, et que cet État, ça n'était plus un État de classe, mais que c'était un État providentiel, entre guillemets, que c'était leur État, et que voilà, il était avec eux et pas contre eux. Je ne vais pas m'attarder davantage parce que là, je suis beaucoup trop longue, mais pour aller vers la fin de cette première partie et entamer la deuxième, il y a deux conclusions partielles qu'on peut tirer. C'est que jusqu'à aujourd'hui, et malgré des refontes théoriques partielles des courants réformistes, ce qui fonde la divergence entre les réformistes et les révolutionnaires, ça n'est pas un degré de radicalité dans les moyens à mettre en œuvre pour parvenir au socialisme, mais c'est un rapport différencié à l'État, et c'est un but final qui est différencié. Et que, évidemment, que cette différence-là, elle va devenir décisive dans les périodes de lutte des classes plus intenses, mais que, en règle générale, en tout temps, on va dire, la position des réformistes, ça va forcément les conduire à jouer un rôle contre-révolutionnaire à l'égard de la classe ouvrière. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, le débat il n'est pas épuisé, parce que les expériences historiques, les problématiques contemporaines, elles réactualisent en permanence cette discussion. Et en particulier, si on regarde un peu la séquence électorale qui s'est terminée récemment, il y avait beaucoup l'idée qui émergeait vis-à-vis du vote Mélenchon qu'on pourrait combiner ces deux stratégies pour parvenir à un seul et même objectif, et que finalement
il n'y avait pas vraiment d'antagonisme entre le réformisme et la révolution, et que en fait c'était deux choses qui pouvaient marcher ensemble, qui pouvaient se combiner, et qu'il y avait une compatibilité entre elles. Il y a beaucoup de courants de la gauche radicale et de l'extrême gauche aujourd'hui qui vont théoriser cette idée-là, enfin qui vont théoriser qu'il y a une nécessité de combiner les élections avec des mobilisations et qu'il faut combiner entre guillemets le réformisme avec la perspective révolutionnaire. Et cette logique, elle est intéressante pour les réformistes, enfin la gauche radicale, etc., parce que elle permet entre guillemets de justifier les impasses de la social-démocratie classique, de dire bah oui c'est normal que en fait il n'ait pas réussi à aller au bout parce qu'il n'y avait pas les mobilisations pour les accompagner, donc c'est normal que ils n'aient pas pu réussir leur pari. Donc ça permet de justifier les impasses du réformisme. Tout en remettant en question l'antagonisme stratégique qu'on vient de voir entre la perspective réformiste et la perspective révolutionnaire. Concrètement, cette pensée, elle irrigue pas mal la gauche radicale ou les ailes gauches de la gauche radicale, c'est-à-dire Podemos, LFI, Syriza, etc. Mais c'est aussi une logique qui s'entend, par exemple, dans le NPA, dans les moments de période électorale, pour justifier justement qu'il n'y a pas trop de contradiction entre le fait d'aller voter Mélenchon et que, par ailleurs, tu pourrais derrière avoir pour objectif le renversement de la société. Alors, je trouvais intéressant à nouveau de partir d'une expérience concrète pour voir un peu les implications réelles en fait et les fondements stratégiques de cette idée de complémentarité entre la réforme et la révolution. Et c'est pour ça que moi je trouve intéressant de repartir de l'expérience de Syriza en Grèce, qui est en fait une coalition de gauche radicale qui accède au gouvernement en janvier 2015 après plusieurs années de crise économique dans le pays qui ont généré des mobilisations anti-austérité très importantes et qui ont entraîné de nombreuses journées de grève générale. Et cette coalition, elle accède au pouvoir justement sur la base d'un projet anti-austéritaire en disant qu'elle va être en mesure de faire face aux institutions de l'Union européenne et à la bourgeoisie nationale qui veut faire payer la crise aux travailleurs et aux classes populaires. Alors évidemment, cette coalition de Syriza, elle est hétérogène, mais ce qui nous intéresse même un peu plus, c'est la position de la plateforme de gauche de Syriza, qui est l'aile gauche en gros de Syriza, qui va revendiquer justement cette combinaison entre les élections et les mobilisations. Pour elle, l'objectif, c'est d'accéder au pouvoir gouvernemental, c'est-à-dire de gagner les élections pour ensuite déclencher des mobilisations sociales. En gros, la logique, c'est que la prise du pouvoir par les élections, elle va être une étape vers les mobilisations qui, en échange, vont aider le gouvernement à mener à bien les réformes pour lesquelles il a été élu. Mais encore une fois, comme on a fait avec le Front populaire, si on regarde cette expérience de plus près, on voit que cette combinaison, elle n'a pas eu lieu et surtout que ce discours de complémentarité entre réforme et révolution, il a eu pour conséquence de canaliser les phénomènes de lutte des classes qui avaient lieu dans le pays. Si on refait un peu la chronologie rapide des événements, 6 mois après son élection, Tsipras il convoque un référendum pour pouvoir faire pression sur les institutions de l'Union européenne dans le but de refuser le paiement de la dette grecque et de refuser à ce moment-là un accord qui lui est proposé par la Troïka, les institutions de l'Union européenne, qui notamment inclut une réforme des retraites et une réforme fiscale. Donc c'est une grosse attaque en fait pour les classes populaires et du coup Tsipras il va se dire on convoque un référendum et ça va nous permettre de négocier. Le 5 juillet, le succès du référendum, il est important. La participation au référendum, elle est importante. Il y a une majorité claire en fait pour dire non à l'austérité, c'est-à-dire non, on ne veut pas que Tsipras il signe cet accord avec l'Union européenne qui va nous faire faire une réforme des retraites, etc. Donc, si on suit la logique de Tsipras, il a les clés pour pouvoir construire son rapport de force comme il l'entend avec les institutions de l'Union européenne. Le problème, c'est que à ce moment-là, une semaine après la victoire du non à l'austérité au référendum, Tsipras, il va quand même
accepter l'accord, il va le signer sous la pression des banques et de la bourgeoisie européenne. Et au même moment, dans le pays, face à cette trahison du gouvernement, va y avoir des mobilisations, des manifestations et notamment une grève dans la fonction publique qui vont éclater. Et c'est en quelque sorte une réaction à la trahison de Tsipras, mais c'est aussi une forme d'avertissement vis-à-vis des députés grecs qui devaient ratifier à ce moment-là l'accord au Parlement. Donc c'est une manière de dire qu'en fait, il y a des possibilités par en bas pour refuser cette austérité. Et si on regarde un peu l'hypothèse que fait l'aile gauche de Syriza de dire il faut une combinaison entre les élections, la prise du pouvoir par les urnes et des mobilisations populaires, en fait on est parfaitement dans le cas d'école. Enfin je veux dire, il y a Syriza au pouvoir, c'est la gauche radicale au pouvoir, et on a des mobilisations qui naissent pour tenter de créer un rapport de force face à la pression de l'Union européenne. Et pour autant, personne dans Syriza ne va se saisir de cette mobilisation, de ce cri d'en bas pour refuser l'austérité. On va avoir d'un côté la direction de Tsipras qui va carrément réprimer les manifestations, qui va envoyer les CRS, qui va envoyer un certain nombre de manifestants qui va envoyer les manifestants en garde à vue, il y en a qui vont être traduits en justice, etc. etc. Mais de l'autre côté, du côté de la gauche de Syriza, qui devait miser sur les mobilisations populaires, en fait, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune lutte politique pour dire au gouvernement, non, en fait, on va devoir développer, appuyer, soutenir, appeler nous-mêmes aux mobilisations pour qu'elles puissent se développer, parce que les gens, ils ont confiance en nous, ils nous ont élus en pensant qu'on allait les aider à lutter dans la rue, etc., etc. Mais en fait, ils ne vont faire aucune lutte politique interne pour que cette politique de développement des mobilisations, elle ait lieu, et ils vont carrément laisser pourrir en fait la situation. Et du coup, faute de soutien, faute d'appui, les mobilisations, elles vont aussi s'essouffler rapidement, et l'accord, il va être entériné. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, Tsipras, il est dans sa lancée, il va carrément re-signer un accord qui inclut un âge de départ à la retraite à 67 ans, la baisse des pensions de retraite pour les fonctionnaires, etc., etc. Enfin, il y a une trahison sur toute la ligne et une politique vraiment de répression et canalisation en fait des mobilisations qui devaient être le deuxième biais en fait pour construire le rapport de force. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de cette expérience, ni la gauche de Syriza, ni les courants qui l'ont soutenu à l'international ne vont tirer de bilan sérieux de cette trahison. Ils vont dire, on revient un peu au discours que je disais au début, ils vont dire que en gros Tsipras c'est un lâche, tout simplement, il n'a pas eu la détermination de s'affronter à l'Union européenne, et que c'est grosso modo pour ça que le projet il n'a pas pu aller au bout. Et évidemment que c'est un bilan qui vide de tout contenu stratégique l'expérience de Syriza. C'est une manière d'éviter de condamner le reste des projets réformistes de ce type-là en disant c'est pas le projet stratégique de combinaison réforme-révolution qui a jeté à la poubelle, c'est juste Tsipras qui est un énorme lâche en fait. Mais évidemment que ce qui se joue à ce moment-là, comme on l'a évoqué au début du topo, c'est une conception totalement erronée de l'État, qui est considéré comme un instrument à investir, un instrument démocratique qu'il faut utiliser. Et la conséquence de ça, c'est que même si on n'exclut pas de prime abord le rôle que pourrait jouer la lutte des classes, qu'on lui donne même une place en disant ça va nous aider à négocier, etc., de fait, ça a quand même pour conséquence de subordonner les mobilisations, de subordonner la lutte des classes aux négociations gouvernementales et aux institutions. Ces négociations-là, c'est les institutions qui vont primer sur la lutte des classes et les mobilisations. Et de ce point de vue-là, la question stratégique qui est posée, c'est de savoir quel est notre centre de gravité pour transformer la société. Est-ce qu'on pense que le centre de gravité pour pouvoir transformer la société, c'est le Parlement ? Ou est-ce qu'on pense que le centre de gravité, ça doit être la lutte des classes et ça doit être la rue?
Pour la gauche radicale, on le voit avec l'expérience de Syriza, les mobilisations, en vrai, elles étaient un simple accessoire des réformes. Le centre de gravité, il résidait dans les institutions, dans le gouvernement et dans les négociations gouvernementales. Et de ce point de vue-là, les mobilisations, en fait, elles étaient juste un outil pour aider à pressionner au niveau des négociations. En fait, c'est un rapport instrumental aux mobilisations. C'est considérer que les classes populaires et la classe ouvrière, c'est simplement une masse de manœuvres qu'on va pouvoir mobiliser quand on veut pour pouvoir appuyer telle ou telle négociation, mais qu'en dernière instance, l'acteur principal de la transformation, c'est Tsipras en costume qui va aller négocier avec Juncker, etc., au sommet de l'Union européenne. Et nous, notre conception, elle est à rebours de ça. J'ai peur que ça devienne... vous continuez à... Ok. Nous, à rebours de ça, c'est de penser que le centre de gravité pour transformer la société, c'est la lutte des classes. Et qu'on n'est pas opposé à avoir une activité dans les institutions, mais à condition que ça serve le rapport de force qui se construit dans la lutte des classes. C'est-à-dire qu'on va se demander, est-ce que telle action, telle initiative, est-ce que le fait de participer à ces élections, ça va nous aider à construire le rapport de force au profit de la classe ouvrière? Est-ce que ça va lui donner confiance en ses propres forces? Est-ce que ça va élargir l'influence de la classe ouvrière pour qu'elle puisse mener l'affrontement contre l'État, etc., etc. Nous, c'est cette logique-là. Et du coup, avec comme centre de gravité la lutte des classes et non pas le Parlement et les institutions de l'État, le protagoniste du changement, ça n'est pas Tsipras en costume, mais c'est la classe ouvrière. C'est elle, en fait, qui est le sujet central autour duquel on peut envisager une transformation de la société. Parce que nous, on ne considère pas que la classe ouvrière, c'est juste une masse de manœuvres que tu vas pouvoir appeler pour faire un petit référendum ou une petite manif quand tu as besoin pour dire, vous voyez, ceux d'en bas, ils me soutiennent, etc., etc. Nous, c'est ça le centre de gravité. Et pour nous, la classe ouvrière, ce n'est pas du coup une masse passive, etc. C'est véritablement le sujet autour duquel on pense les choses et autour duquel on peut envisager un projet de renversement du système. Et si on considère, si on envisage un peu, on fait de la politique fiction entre guillemets, et qu'on imagine ce qu'aurait pu être la lutte contre l'austérité en Grèce en 2015 avec comme centre de gravité la lutte des classes et non pas le Parlement, en fait on aurait pu envisager que la logique, ça n'était pas de négocier à tout prix, mais c'était de construire les grèves, les manifestations, de créer des organes d'auto-organisation ouvrière, de créer des organes d'auto-organisation dans les quartiers pour subvenir aux besoins de la population qui parfois n'avait pas d'eau courante, plus d'électricité, qui ne pouvait plus se soigner, se nourrir, etc., etc. Ça aurait été d'organiser la défense des piquets de grève face en fait à l'extrême droite qui a explosé en Grèce sur la base de la misère. En gros, l'objectif pour nous, ça aurait été de mettre toutes nos forces dans la préparation de l'affrontement à l'État et aux institutions de l'Union européenne, histoire d'avoir le rapport de force nécessaire pour dire non à l'austérité pour de vrai. De ce point de vue-là, si ni la direction de Syriza, ni la plateforme de gauche, ils se sont concrètement préparés au scénario où les classes dominantes, elles allaient tout mettre en œuvre pour imposer l'austérité par la police, par les médias, par les pressions au niveau de l'Union européenne, c'est parce que, en fait, eux, ils donnaient une primauté aux négociations et ils subordonnaient les mobilisations à cette primauté-là de aller négocier avec l'Union européenne. Et du coup, en dernière instance, la théorie de la complémentarité entre réforme et révolution, c'est que c'est une manière de choisir la stratégie réformiste au détriment de la stratégie révolutionnaire, tout en utilisant une forme de vernis de radicalité, parce qu'on va dire quand même que les mobilisations, elles ont leur place dans le processus, mais en dernière instance, c'est une manière de choisir en fait le réformisme au détriment de la révolution. Et ce choix-là, il n'a rien d'anodin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au moment des élections en France, il y avait beaucoup de jeunes, notamment, de gens avec qui on discutait, mais ça s'entendait beaucoup l'idée de dire ça change rien que moi j'aille voter ou que j'appelle à voter Mélenchon
de toute manière, derrière, on sera dans la rue, etc. Ça ne change rien. Au contraire, ça va nous aider si on a un Parlement plus à gauche ou qu'on a un Premier ministre plus à gauche, etc. Et le truc important, et je ne pourrais pas méga le développer par manque de temps, mais c'est de voir que ce choix entre réforme et révolution, ça n'est pas un choix anodin, ça n'est pas un jeu à somme nulle, et que profondément, ça participe à canaliser les masses en semant des illusions. Cette canalisation des masses, elle s'exprime de plusieurs manières, mais il y a deux dynamiques sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. La première dynamique, c'est qu'il faut voir que ces illusions déçues et ces trahisons de la gauche, elles conduisent au reflux des mobilisations, au reflux de la lutte des classes. Ce reflux des mobilisations, il peut se comprendre à la fois par le fait que précisément les gens ils votent pas pour rien, que les gens ils votent parce qu'ils ont un minimum confiance dans le fait que la gauche elle va pouvoir au pouvoir résoudre un peu leurs problèmes, etc., etc. Et que du coup ils vont donner le bénéfice du doute au gouvernement, ne pas être en mode je vais voter pour toi et quand tu es élu je vais te faire des barricades dans la rue, ça n'arrive pas. Mais plus profondément, ce reflux des mobilisations, il est aussi le fait que la victoire électorale des réformistes au pouvoir, elle s'accompagne d'une passivité des forces politiques et syndicales qui ont milité pour cette victoire. Et que du coup, il n'y a plus personne pour appeler, organiser, soutenir, appuyer les mobilisations. Tout le monde pense que le centre de gravité, du coup, il est au gouvernement et qu'il ne faut pas le déstabiliser, le fragiliser avec des mouvements de surcroît radicaux, etc., etc. Enfin, ça lie les mains vraiment de la classe ouvrière parce que même si les gens, ils ont envie d'aller en manifestation, vous le voyez avec l'expérience de Syriza, il n'y a personne qui va les soutenir, appuyer les mobilisations, les développer, etc. Et que du coup, ça crée nécessairement une forme d'épuisement, d'amoindrissement, etc. La deuxième dynamique qu'on peut observer et qui est un produit de la canalisation de la classe ouvrière par les institutions qu'opère en fait le réformisme au pouvoir, c'est une montée des projets réactionnaires. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que ce n'est pas vrai que voter pour la gauche, c'est éviter la montée de l'extrême droite. Parce que les désillusions que ça opère dans la classe, le fait de la passiviser justement en lui enlevant des mains la capacité de lutter pour sa propre émancipation, etc., ça crée en fait des dynamiques qui sont propices à la montée des projets réactionnaires. Ça s'explique du coup à la fois par l'aggravation de la misère sociale engendrée par les attaques contre les classes populaires, c'est ça un peu la base matérielle, on va dire, mais ça s'explique aussi par la désillusion vis-à-vis de la gauche, où en fait les gens ils vont se dire ok, mais la gauche elle nous trahit, du coup on va aller voir ceux qui nous donnent des explications sur le terrain réactionnaire, etc., etc. Et ce phénomène il s'observe à la fois en Grèce, où après Tsipras, il faut savoir que c'est la droite dure qui est revenue au pouvoir, la droite très très dure, mais c'est aussi Obdoré qui est une extrême droite néo-nazie qui a pris un poids énorme dans les quartiers et dans les classes populaires. Mais c'est aussi un phénomène qu'on voit en France. Si on regarde deux grands moments de la consolidation du FN, ils correspondent au mandat de Mitterrand et de Hollande. C'est des moments où le FN va vraiment se consolider au sein de la classe. Et du coup, l'ensemble de ces éléments, ils tendent plutôt du coup à démontrer que la combinaison recherchée entre réforme et révolution, ça conduit surtout à passiviser les classes populaires et à un reflux de la conscience de classe au profit d'une perspective qui est purement institutionnelle. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon marxiste révolutionnaire une défaite sans combat, parce que ça va priver la classe ouvrière des moyens de se préparer à l'affrontement contre l'État et contre ses institutions. Je vais passer à ma troisième partie / conclusion qui sera beaucoup plus rapide, mais je veux juste pour qu'on soit bien tous, parce que ça doit pas forcément être facile de suivre, etc., mais synthétiser deux principales idées qu'on a vues jusqu'ici. La première idée, c'est que la différence entre réforme et révolution, ça n'est pas une différence de radicalité, mais c'est une différence de nature qualitative, dans le sens où ces deux stratégies, elles ne visent pas les mêmes buts.
La deuxième idée, c'est que faire du réformisme une étape vers la révolution, ça revient à désarmer le prolétariat et à faire le lit de périodes de reflux et de contre-offensive de la bourgeoisie. En gros, pour le dire vite, c'est que ça n'est pas seulement que réforme et révolution sont incompatibles, c'est aussi que tout projet réformiste, en étant par nature un outil de canalisation de la lutte des classes, ça va jouer un rôle contre-révolutionnaire, y compris en dehors des moments de lutte des classes plus intenses. Ce qui revient à dire que la révolution, à la fois elle est nécessaire, mais aussi elle est totalement, fondamentalement opposée à tout projet réformiste. Et à partir de là, c'est là où j'attaque ma troisième partie, qui est de dire que, ok, mais au-delà d'admettre que la révolution elle est nécessaire, encore faut-il considérer que c'est possible qu'elle arrive, parce que y a beaucoup de gens qui aspirent en fait à un renversement de la société, mais qui estiment que c'est un peu une histoire du passé, etc., et que ça n'a plus de possibilité d'advenir aujourd'hui. Ces dernières années, c'est vrai que quand on regarde un peu les épisodes de lutte des classes qu'on a vécu, on assiste pas mal à une résurgence de l'anticapitalisme et de l'idée de révolution. Ça s'est vu dans la jeunesse avec les manifs climat, mais vraiment de manière plus radicale, on l'a vu aussi avec les Gilets jaunes, où il y avait carrément des manifestants qui réhabilitaient l'imaginaire de la Révolution française, mais aussi beaucoup de la Commune de Paris, etc. À côté de ça, pourtant, l'idée que la révolution était quand même une perspective possible, plausible, etc., c'est beaucoup émoussé. Juste pour faire un point d'étape par rapport à cette possibilité de la révolution, on l'a vu au début du topo, la conviction de la possibilité de la révolution pour les marxistes révolutionnaires, elle repose sur deux choses. Elle repose d'une part sur le fait que le capitalisme, il n'est pas capable de résoudre les contradictions qu'il fait naître, et d'autre part que du fait de sa place dans le système de production, la classe ouvrière, c'est le seul sujet politique capable de prendre le pouvoir et de construire un projet de société alternatif. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on peut comprendre la profondeur de l'offensive de la bourgeoisie dans les années 90, où en fait la bourgeoisie a martelé, après la chute du mur de Berlin, que la classe ouvrière, elle était en voie de disparition et que la révolution, ça devenait un fantasme un peu folklorique, puisque maintenant le capitalisme, il était devenu ultra hégémonique, hyper puissant depuis la chute de l'URSS. En gros, pour le dire vite, la bourgeoisie, elle a martelé l'idée que le capitalisme, il était indépassable et qu'il n'y avait plus de toute manière de sujets révolutionnaires comme la classe ouvrière pour construire un nouveau projet de société. Mais aujourd'hui, on voit que ce discours triomphaliste, il s'érode beaucoup et que le capitalisme, il continue de produire non seulement des crises comme celle de 2008, mais aussi des guerres, des révoltes, des situations révolutionnaires. C'est vrai que depuis des décennies, on n'a pas connu de révolution victorieuse, etc. Mais pour autant, on a assisté à des processus avancés de la lutte des classes qui ont profondément affaibli le système. On peut penser aux révolutions arabes, au Irak en Algérie, aux révoltes au Chili, etc., etc. Mais même si on se concentre sur la France, on sort de 6 années de lutte des classes ininterrompues, au cours desquelles la classe ouvrière elle a joué un rôle central. En 2016, pendant la loi travail, en 2018 avec les Gilets jaunes, en 2019 avec la grève des retraites, etc. etc. Et ces phénomènes, ils sont loin d'être anodins pour les classes dominantes. Ils participent d'un approfondissement de la crise du régime. Ça s'est vu avec les élections en France. Il y a un affaiblissement du macronisme qui est important. Et à ce stade, faut voir que l'hypothèse que fait la bourgeoisie, il suffit d'aller écouter n'importe quelle émission avec des éditorialistes bourgeois pour l'entendre, etc. C'est que la principale hypothèse qu'ils font, c'est que va y avoir une radicalisation de la lutte des classes dans les prochains mois, dans les prochaines années, et que eux, ils sont activement en train de se préparer à ça. Enfin, je veux dire, la loi sécurité globale, les offensives réactionnaires, c'est vraiment renforcer l'arsenal pour réprimer les futures explosions de la lutte des classes. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que la question que nous, on doit se poser, ça n'est pas de savoir est-ce que va y avoir des situations révolutionnaires, est-ce que va y avoir des révolutions, mais
comment faire pour que ces révolutions, elles puissent aller au bout et qu'elles puissent gagner. Parce que c'est là où le rôle des militants et du Parti révolutionnaire y rentre en jeu, c'est que même si les situations révolutionnaires, elles naissent de façon spontanée, il n'y a pas besoin de militants pour les déclencher. Par contre, la question de leur victoire, ça relève de l'existence de militants révolutionnaires, d'un parti révolutionnaire qui est quotidiennement, activement, consciemment en train de se préparer à la perspective d'un affrontement avec l'État bourgeois et avec la bourgeoisie. Pour citer Trotsky, parce que je ne l'ai pas fait du tout dans le topo et je trouve qu'il résume bien cette idée-là, il dit que le devoir d'un parti révolutionnaire, c'est de prévoir l'inéluctabilité de la transformation de la politique en conflit armé déclaré et du coup, de toutes ses forces, de se préparer pour ce moment comme s'y préparent les classes dominantes. C'est un rôle important, c'est un rôle décisif parce que le fait de ne pas s'y préparer, ça peut précisément s'avérer décisif, dans le mauvais sens du terme, dans les moments de poussée révolutionnaire. Précisément, par exemple, pour 36 qu'on a évoqué au début, Trotsky il explique que, il revient sur 36 et il dit « L'histoire récente a apporté une série de tragiques confirmations au fait que la révolution ne naissait pas de toute situation révolutionnaire, mais que par contre, une situation révolutionnaire devenait contre-révolutionnaire si le facteur subjectif, c'est-à-dire l'offensive de la classe ouvrière et l'existence d'un parti révolutionnaire, ne venait pas à temps en aide au facteur objectif, c'est-à-dire à l'explosion spontanée des masses, etc., etc. En gros, ce qui veut dire, c'est que même avec toute la volonté, toute la radicalité du monde, les masses, de manière spontanée, elles ne peuvent pas en fait aller au bout des phénomènes révolutionnaires qui peuvent se déclencher. Et que, à défaut d'un parti révolutionnaire qui se prépare à la perspective d'un affrontement final avec la bourgeoisie, la situation, elle peut pourrir et laisser la place à une période de reflux important pour la classe ouvrière. Si on prend l'attitude de l'extrême gauche par rapport à ces enjeux-là que je viens d'évoquer, et je conclus sur ça, on voit qu'elle a été totalement en deçà de cette question-là. On a d'un côté le NPA qui s'est adapté à l'offensive des années 90 en considérant que effectivement la classe ouvrière avait disparu, que effectivement ça n'était plus le sujet révolutionnaire et que du coup la révolution elle était plus vraiment d'actualité au XXIe siècle, ou en tout cas on ne pouvait plus la penser comme on avait pu la penser au moment de la révolution russe, etc. etc. Cet abandon de la stratégie marxiste révolutionnaire, ça a fait que le NPA, ils ont été totalement pris au dépourvu par des phénomènes de lutte des classes qu'ils n'avaient pas anticipés tellement ils imprégnaient leur scepticisme de la possibilité de la révolution. Ils sont passés à côté de, je sais pas, des gilets jaunes, mais aussi des printemps arabes, de tout un tas de phénomènes importants de la lutte des classes qu'il aurait fallu appuyer, développer, etc. Et de l'autre côté, on a LO qui s'est tenu, lutte ouvrière, pardon, qui s'est tenu à l'écart de tout un tas de mouvements sociaux et de lutte des classes. On peut penser aux mouvements féministes, antiracistes. On peut penser aussi aux gilets jaunes parce que lutte ouvrière considérait sous prétexte d'orthodoxie marxiste que ce n'était pas des mouvements suffisamment purs de la classe ouvrière et que du coup il ne fallait pas y intervenir, ou en tout cas il ne fallait pas leur donner le poids que par exemple à RP on pouvait leur donner, etc. Je ne peux pas développer davantage, donc c'est nécessairement je passe nécessairement rapidement dessus et ça mérite un topo, mais du coup il y en a un demain, donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Moi ce que je voudrais dire pour finir, c'est que nous, c'est à rebours de cette inertie-là de l'extrême gauche, de cet abandon de la perspective perpétuelle, consciente qu'il faut qu'on se prépare aux affrontements à venir, etc., que nous, on essaye avec Révolution Permanente de poser les bases d'une nouvelle organisation révolutionnaire en France et qu'on se fixe l'objectif de se préparer aux affrontements à venir qui peuvent exploser, y compris dans les prochains mois. Et construire un parti révolutionnaire des travailleurs, ça suppose de défendre l'indépendance de classe et la centralité de la classe ouvrière
face aux stratégies qui tendent à émousser l'antagonisme de classe au profit de projets réformistes, de conciliation, etc., etc. Mais ça suppose aussi de chercher à tisser des liens entre la classe ouvrière et tous les autres secteurs opprimés de la population pour être en capacité de construire un projet alternatif à celui de la bourgeoisie. Ça suppose de tirer le plus loin possible tout mouvement spontané de la classe par la lutte contre les bureaucraties syndicales, par le développement des organes de démocratie et d'autodéfense ouvrière. Et ça suppose enfin de transmettre également les leçons du passé pour ne pas éternellement retomber dans les mêmes pièges qui sont tendus par la bourgeoisie. Et je pense que, comme on l'a vu aujourd'hui, et je termine vraiment sur ça, c'est que précisément l'illusion réformiste, c'est un des pièges qui est tendu par la bourgeoisie et qu'il faut apprendre à l'identifier, à le combattre pour être en mesure de véritablement accéder à l'émancipation.